les hommes et les femmes, ils s'entendent plus parce qu'ils prennent pas assez le temps de s'écouter. Moi, je pense que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et quand on aura le même langage, on pourra s'entendre. Pour un couple, c'est qu'ils vivent chacun de son côté. Comme ça, le couple dure, quoi. Vivre avec une femme, c'est l'enfer, mais sans, c'est aussi l'enfer. Moi, c'est très simple. Ma copine et moi, on a trouvé la solution. Pour bien s'entendre, on se voit plus. Ça marche, hein. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On commence par laquelle? La bonne. Non, on va commencer par la mauvaise. On savait que les hommes et les femmes étaient extrêmement différents, mais il paraît que cela va être de plus en plus difficile pour les deux sexes de s'entendre et pire, de vivre ensemble. La bonne maintenant, puisque vous l'avez réclamée. Grâce à nos invités d'aujourd'hui, eh bien, vous allez enfin comprendre pourquoi les hommes et les femmes sont si différents et qu'ils ne peuvent plus se comprendre. Nos invités d'aujourd'hui ont en effet tous écrit un livre pour expliquer que rien ne va plus entre nous les femmes et vous messieurs. Mais avant d'écouter leurs terribles révélations, eh bien, nous allons accueillir trois invités qui, eux, pensent au contraire que tout est encore possible entre les hommes et les femmes. Je propose d'accueillir tout d'abord Claude Sarraute. Bonjour Claude, ravi de vous recevoir dans C'est mon choix. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous écrivez un livre tous les 2 ans. Hein. Ouais, mais là, je vais sauter une année. Ça fera 3 ans depuis le dernier. Alors, le dernier, c'était Dis est-ce que tu m'aimes. Ouais. Hein, c'était en 2000 aux éditions Plomb. Et puis, vous avez également écrit des hommes en général et des femmes en particulier. Ah oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, mais ça reste toujours d'actualité. Hein. Oui, vous oui. expliquez un peu pourquoi les hommes et les femmes ne s'entendaient plus trop aujourd'hui. Les femmes étaient un peu trop exigeantes. Vous allez nous dire pourquoi. Il paraît en effet que la coexistence entre les hommes et les femmes est de plus en plus difficile. Vous, vous êtes pourtant mariés depuis 45 ans. Hein. Oui, mais très, attends, très moi, long. je vais sur mes 76 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre génération. Vous auriez pu changer. Et mon mari, lui, il va sur ses 79 ans. C'est une autre époque. Et c'est d'autres rapports. Ça fait donc 45 ans que vous êtes On marié est, oui, à peu près 44 en fait. au philosophe écrivain Jean-François Ouais. Revel. Moi, je voudrais savoir pourquoi ça fait si longtemps. Qui est le plus exceptionnel des deux? Ah bah lui, bien sûr. Tu comprends, ça marche parce que lui, c'est la culture incarnée. Tu mets ta pièce de 1 franc, tu appuies sur le bouton et tu as ton renseignement qui sort sur les Jeux Olympiques de 23, le Quattrocento italien, tous les renseignements du monde. C'est une encyclopédie vivante. Et moi, je ne sais rien. Tout le peu que j'ai appris, je l'ai oublié. Et ça suffit pour tenir aussi longtemps dans un couple? Non. On a des enfants, on a beaucoup d'enfants ensemble, on a 6. Et on a, c'est vrai, on a des intérêts communs. Vous dites qu'il faut admirer quelqu'un pour moi, oui. l'aimer. Non, je crois que c'est très féminin. Je crois que moi, j'ai toujours senti ça, et autour de moi, mes jeunes copines aussi. Il faut toujours qu'elles admirent le mec avec qui elles sont. Alors, vous me disiez tout à l'heure, c'était j'ai plus de 70 ans, c'était une autre époque. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est encore possible? Les hommes et les femmes, ils peuvent s'entendre? Non. C'est vrai? Non, je ne dis pas ça. Non, mais attendez les enfants. 44 ans, 45 ans, je sais pas, tu as sûrement ça mieux dans ta tête que moi, mais rester 45 ans avec le même mec, avec tout ce que ça peut représenter, ou la même dame, tu vois ce que je veux dire? Avec toutes les tentations qu'il peut y avoir, avec toutes les tromperies qui peuvent se passer, tous les récifs, tous les drames. Il faut passer par-dessus, il faut Mais surfer vous avez sur tout résisté ça. à la tentation, Claude? Ouais, oui, Il faut absolument. résister? Il faut le faire ou vous êtes une exception? Non, je ne sais pas si on peut le faire. Moi, je trouve ça génial de vieillir avec quelqu'un avec qui on a passé la plus grande partie de sa vie, en fait. Tu vois, moi, je trouve ça merveilleux. En plus, tu vois, il n'y a plus de... Comment je peux te dire? On se plaît, bien sûr, mais il n'y a plus de séduction physique. On peut se montrer avec les rouleaux sur la tête, tout ça. Et ça, c'est bien? Ah, c'est génial. Et ça, c'est pas un tue l'amour, les rouleaux sur la tête? Non, mais pas au bout de tant d'années. Ah. Tu comprends, je n'aurais pas fait ça il y a encore 30 ans, ou même 20. Mais maintenant, je trouve ça très agréable. Et puis, tu vois, par exemple, nous, on ne se dit jamais ni bonjour, ni quoi. Quand on se retrouve le soir, on se retrouve d'habitude vers 18h, 19h, on dit toujours alors, qui t'a vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'on s'intéresse aux mêmes choses, à la politique, voilà.
Alors, vous allez nous éclairer de votre expérience avec nos deux autres amoureux qu'on va recevoir sur ce plateau. Ils sont eux aussi tous les deux journalistes. Elle a écrit un livre qui s'intitule, et c'est tout un poème, c'est mon choix, J'élève mon mari, aux éditions Marabout 2002. Est-ce que c'est ça le secret de son couple? Bien élever son mari, vous nous en direz un mot, Claude. Je vous demande d'accueillir Frigide Barjot et celui qu'elle a élevé, Basile Decocq. Frigide, Basile, bonjour. Bonjour. Vous êtes mariés aujourd'hui. Ça fait 12 ans que vous vous connaissez, que Oui. vous vous aimez. Oui. Il y a eu des passages différents dans votre vie. Maintenant, vous avez 2 enfants qui sont très, très mignons. Frigide, c'est vrai que vous avez réussi à élever votre mari? Certainement pas. Je pense que ça n'est jamais terminé, l'élevage correct d'un mari. L'élevage correct d'un mari? Absolument. Comment est-ce qu'on fait pour bien élever son mari? D'abord, on l'aime. C'est la première des choses, je crois. Et ensuite, eh bien, on a beaucoup de patience et on apprend surtout à le connaître. Et puis, petit à petit, à lui faire comprendre que la vie, ça se passe à deux, ça se passe pas tout seul et qu'il faut de temps en temps, notamment dans le foyer, partager certaines choses. Et ça marche? Une femme parvient à ses fins. Vous n'allez pas me dire que vous faites le ménage, Basile? Non. Pas à ma connaissance. Alors, donc, vous ne l'avez pas bien élevé? Dans ce cas, c'est que Basile n'est pas l'objet ni même le sujet du livre. Nous avons décidé de parler pour les hommes en général et les femmes en général. Et comme il faut un contre-exemple à tout, je l'ai à côté de moi. Donc Voilà. c'est lui qui vous a élevé, alors, finalement? Je crois qu'en essayant d'élever son mari, on s'élève soi-même et c'est réciproque. Voilà. Bon, tu vas dire un mot final? Basile, c'est un peu vous d'ailleurs qui êtes à l'origine de ce livre. Qu'est-ce que les hommes ont à apprendre, d'après vous, dans le fait d'être élevés par leurs femmes? Eh bien, c'est comme effectivement la découverte d'un continent. C'est véritablement découvrir des territoires inconnus. Je crois qu'il y a effectivement des abîmes et des fossés entre les hommes et les femmes de sexe opposé, et que on en apprend tous les jours, on en découvre tous les jours, et je suppose que même Claude, au bout de 46 ans, elle continue à découvrir. Alors, tu veux que je te dise quelque chose? Oui, Je ne sais pas avec comment plaisir. tu as élevé ton mari. Mais moi, chez moi, tu as la machine à laver, absolument à côté de l'évier. Eh bien, il n'est pas arrivé une seule fois qu'il mette sa tasse de café vide, qu'il a terminé, dans la machine à laver. Non, il me la colle toujours dans l'évier. Et il n'y a rien à faire. Et attendez, Et ça vous a pas énervé au bout de tant d'années? Attends, je le tuerais. je dirais même mieux, quand il n'y a plus de verre propre dans le placard, il n'a toujours pas compris qu'on peut toujours prendre un verre sale dans le lave-vaisselle et le passer sous le robinet. Ça, Non, il jamais. n'y a plus de verre. Il n'y a plus de verre. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Et ça, c'est pas énervant? Est-ce que ça prouve pas justement que les hommes et les femmes sont pas faits pour vivre ensemble? Non. Maintenant, s'il fallait s'arrêter à ça, effectivement. Donc il faut pas s'y arrêter. Absolument. Alors vous nous direz aussi comment vous avez fait pour vivre ensemble, parce que vous avez eu longtemps des appartements séparés et on va beaucoup en parler dans cette émission. Nous en avons toujours. Mais vous avez fait un espèce de couloir de sas. Oui. Vous nous expliquerez un petit peu comment ça marche. Tous les trois, on va accueillir nos autres invités. Vous pensez finalement que les hommes et les femmes peuvent quand même vivre ensemble? En tout cas, dans votre expérience, ça a marché. Je vais vous présenter maintenant un jeune homme. Lui, il est totalement perdu. Il n'arrive pas du tout à trouver l'âme sœur, la femme idéale qu'il cherche. Peut-être est-ce que vous allez pouvoir le rassurer, car le sociologue que nous allons recevoir dans quelques instants, et qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann, va venir lui dire que décidément, l'âme sœur n'existe pas. Je vous propose d'accueillir tout d'abord Michael. Bonjour Michael. Michael, vous avez 26 ans. Bonjour Vous êtes Evelyne, donc célibataire, bonjour public. vous êtes agent de sécurité. Vous cherchez l'âme sœur, la femme de votre vie, vous ne l'avez pas trouvée. Ben non, Comment ça se fait? parce qu'en fait, moi, je crois au coup de foudre et je suis sûr que je suis un grand menteur. Je crois à 200% à l'âme sœur. et Vous je attendez suis- que ça vous tombe sur le coin de la figure comme voilà, la foudre. comme un coup de foudre. Le coup de foudre, j'attends le coup de foudre, j'y crois dur comme fer. Je suis un grand romantique et j'attends vraiment ça avec impatience. Claude, ça a l'air de vous faire douter. Moi, j'aurais adoré
éprouvé un coup de foudre ou en provoqué un, mais ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Pour Jean-François Revel, c'était pas un coup de foudre. Non, c'est pas du tout comme ça. Je suis tombée amoureuse de son premier bouquin. Un peu comme vous, Frigide, hein? Mais moi aussi, Claude. C'est en lisant le premier la première parodie de presse de Basile, j'ai dit cet homme, c'est l'homme de ma vie. Enfin, le seul problème, c'est que pour Frigide et Claude, tous les hommes ne sont pas écrivains ni journalistes, donc... Oui, non, mais j'en ai eu d'autres dans ma vie. Oui. Avant, c'est mon troisième mari, et puis j'ai eu des... Pour moi, il n'y a qu'un seul amour. On n'a qu'un grand amour dans notre vie. Eh ben, c'est pas ce que pense le sociologue qu'on va recevoir dans quelques instants. Comment ça se passe en général, vos relations amoureuses avec les jeunes filles que vous fréquentez? Justement, donc, vu que je suis un grand romantique, donc, au début, donc, j'ai que 26 ans, donc je suis jeune, quoi. Donc au départ, j'ai fait comme tout le monde, je suis sorti avec une fille, tout ça, et on a couché ensemble. Et Non. Mais si, en dehors du mariage, si, j'étais Frigide. normal. J'ai joué la normalité. Donc ça a duré 3 mois, mais le problème, c'est que je me suis aperçu que je n'avais pas de sentiment particulier pour elle. Au bout de combien de temps? Au bout de 3 mois, donc au bout de 3 mois, je me suis dit... Le lendemain matin, ça s'est passé comment? Bon, ça s'est passé normal, quoi, enfin, rien de spécial, quoi. Donc c'est pour ça que je regrette mon acte. Et c'est pour ça que maintenant, je veux connaître la femme avant toute chose et réserver le sexe pour mon amour et pour l'âme sœur, et rien que pour elle. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude? Amical, bien connaître la personne. Bien sûr. Et puis en plus, j'ai envie d'avoir. En fait, pour moi, l'amour, c'est un truc qu'on vit à deux, mais on ne fait pas 1 plus 1 égale 2, mais 0,5 plus 0,5 égale 1. Ce qui veut dire qu'on multiplie nos désirs par 2, on les additionne pas, on les multiplie. Oh là là, c'est un peu compliqué là. Non, il est beau comme le jour, il a 26 ans. Merci. Il y croit. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Mais il est célibataire en tout cas. Hein. Et moi, en fait, ce qui me plaît, moi, dans l'amour, c'est par exemple, moi, j'adore les sensations fortes. Si j'en fais tout seul ou avec mon âme sœur, j'aimerais qu'on passe 2 fois plus de plaisir ensemble. Et pas qu'elle me fasse plaisir, mais en fait, elle me fait plaisir, mais moi, je sais pertinemment qu'elle, elle n'est pas tentée, quoi. Oui, vous voulez elle se tout, force, en fait. quoi. Est-ce qu'il y a un moment où tu risques de te dire je m'impatiente, genre 36 ans, 46 ans, 56 ans? Non, j'y crois dur comme fer, je suis sûr que Tu es quelque prêt à part attendre en France, encore 30 ans? Oui, Bon. tant que je tourne... Ça va arriver, je te donne. Je suis 6 sûr mois, que 6 mois. dans les téléspectatrices, il y aura quelqu'un qui dira « Ah, bah c'est peut-être bien lui. » Vous n'aviez pas l'air d'accord là. Non, avec, non, moi je lui donne un billet d'avion pour le tour du monde parce que tu sais, il va falloir que tu envoies beaucoup les yeux dans les yeux avant de trouver la bonne. Oui, mais on a beau les voir les yeux dans les yeux, on n'a pas le déclic. On n'a pas le coup de foudre, le truc qui tape là, qui dit « Ah, là, je ressens quelque chose pour cette femme. » C'est le coup de foudre. Pour moi, c'est ça, le coup de foudre. C'est quand on voit quelqu'un dans les yeux pour la première fois et on se dit « Ah !» Ça, c'est Roméo et Juliette. Voilà, moi je veux T'as vu Roméo et comment ça Juliette. finit, hein? Mais tu sais, il faut pas. Non, mais moi je crois qu'on peut encore croire à des histoires d'amour comme Roméo et Juliette. C'est une des plus belles histoires d'amour pour Eh moi. bien, Roméo vous et allez voir Juliette. que c'est pas du tout ce que pense notre prochain invité, qui s'appelle donc Jean-Claude Kaufmann. Il est sociologue et il va venir nous dire pourquoi, selon lui, la femme idéale, l'homme idéal, l'amour de sa vie, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. Je propose de l'accueillir, Jean-Claude Kaufmann. Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Vous avez 54 ans. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes auteur d'un nouveau livre qui s'intitule Premier matin, comment naît une histoire d'amour aux éditions Armand Collin en 2002, donc cette année. Vous avez entendu, Michael, il cherche désespérément la femme idéale, désespérément le coup de foudre et ça ne lui tombe pas sur le coin de la tête. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Vous ne me donnez pas le beau rôle, là. J'ai envie de rien dire du tout. Oh, bah non. Non, mais il nous raconte raconte une très belle histoire, Roméo et Juliette. Ça n'existe pas dans la vraie vie? Bah, oui, non, alors tout de suite, vous me mettez vraiment dans le mauvais rôle. Hein, vraiment, non, on est tout de suite dans le vif du sujet. Non, mais son romantisme, on ne peut pas aller contre. C'est très bien, il faut du sentiment dans la vie, il faut chercher quelque chose, il faut rêver, il faut rêver à des choses fortes. Mais oui, il y a le mec qui va un petit peu arriver. En même temps, il faut rêver, mais tout en étant dans la vie. Et donc rêver et être dans la vie. Oui, et donc, mais il faut bien associer les choses. Par exemple, le premier regard, le flash, il y a l'idée là comme ça. Je dois le savoir au premier regard, tout de suite, comme s'il y a de la lumière autour de la personne. C'est elle, c'est évident. Ça tombe du ciel. Alors ça arrive des fois. Ah oui. Il y a des flashs comme ça.
Et c'est Il y en a- ce flash il y en a, il y en a pas tant que ça. Ah, et puis il y a tous les degrés électriques. Hein. Il y a des petits flashs et puis il y a les grands. Quoi. Et puis il y a des flashs qui font entrer dans des histoires qui peuvent être très intéressantes mais qui durent pas longtemps. Voilà. Mais ça Ça- recommence après. Oui. Tu payes un coup de foudre, puis un Oui, deuxième, mais un c'est pas troisième, ce un qu'il cinquième. cherche. Lui, c'est Il était brûlé. C'est l'âme sœur. l'âme sœur. Alors ça, c'est autre chose. Le romantisme, c'est très bien. Le sentiment, vouloir dépasser un petit peu le quotidien, ça, on peut pas Et aller pourquoi contre. vous dites que l'âme sœur, ça n'existe pas, que la femme idéale, ça n'existe pas? Si, oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On arrive à s'associer avec quelqu'un, à composer quelque chose. Claude en a parlé, c'est extraordinaire. Petit à petit, trouver cette complicité, la personne avec qui. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une. C'est qu'il y en a plusieurs. Alors c'est vrai ça, Frigide? Il y a plusieurs personnes avec qui on peut vivre ça? Oui. Ah ben non, moi ça je pense pas. Non, moi non plus. Vous je voyez pense Claude que- refaire sa vie avec un Revel bis ou un, je sais pas comment il s'appellerait, c'est impossible. Non, pour moi, je pense qu'on n'a qu'une seule personne dans notre vie. Hein. Et alors pourquoi il y a tant de couples qui se séparent de plus en plus? Ah, ça. Docteur, c'est tout l'objet du débat. Ils doivent lire trop tes bouquins. Peut-être, des fois on se pose des fois trop de questions. Il faut se laisser des fois un petit peu emporté par la vie. Mais il y a des couples qui se séparent et des fois qui ont eu des moments extraordinaires ensemble, des bons moments. Et puis, on recommence avec une autre personne. Alors moi, je prône pas cette multiplication des partenaires. Hein, c'est pas du tout de ça. D'ailleurs, Mais vous personne. dites qu'il n'y a plus une grande histoire d'amour comme dans le temps, Oui, entre mais guillemets. je Il y a dis- des histoires d'amour, Moi, je des dis pas- hommes dans une vie, des femmes dans une vie. C'est ça Je que vous dis dites. pas il faut faire ça. D'ailleurs, il y a Non, personne c'est qui une commence- constatation hein, de Oui, sociologue. il y a personne qui Qu'est-ce qui vous commence fait son dire couple, ça qui commence son couple en se disant c'est ma première histoire avant la deuxième ou la troisième. Je vais commencer un contrat, un CDD. Hein. S'il y avait Oh, Landru. hein. Landru Oui, a eu mais la ça même c'est idée. très spécial. Hein. C'est très spécial et ça finit de manière brutale. Le problème c'est que on a des rêves très forts. Et puis la réalité, on ne sait pas toujours voir ce qui est beau dans la réalité. On Et voit alors- toutes les petites choses qui agacent. Et la réalité, vous vous dites, et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, vous vous dites c'est pas le premier soir, c'est pas le regard, Alors c'est ça. c'est le lendemain matin Il faut qui se se corse. méfier du regard. Des fois, ça part au regard, etc. Ça peut être, mais des fois, ça ne dure pas longtemps. Des fois, ça commence autrement. Le couple, ça, on a un imaginaire du début du couple. Il doit y avoir la rencontre. Je vais le savoir tout de suite. Non, la plupart du temps, on ne sait pas trop quand ça commence. Et puis, ça peut commencer de manière bizarre. Souvent, le couple aujourd'hui, ça commence par une fiesta. Voilà. On fait la fête. On boit un petit coup, etc. Et on décolle un peu par le sentiment, le désir, puis des fois par d'autres substances qui Justement, peuvent aider. Il y a, de nos jours, on laisse trop laisser venir le plaisir sexuel et on laisse pas le temps de se connaître. Alors Moi, le problème, moi j'aimerais en fait, Ouais. ce que j'aimerais moi en fait, c'est avoir le flash sur une fille, tout ça, bien faire sa connaissance. Donc les premiers soirs, un baiser et c'est tout quoi. Sur la joue. Voilà, un baiser Sur la c'est joue. tout. Non, sur la bouche quand même. Ah, un flirt oui. quoi. Au début on flirte Eh. et une fois qu'on se connaît bien, Et voilà, que c'est les là le sentiments problème. naissent, Une fois qu'on se connaît bien, qu'est-ce que c'est que se bien se connaître? et ben voir les goûts que la deuxième personne. Oui, mais là on connaît l'épiderme, la petite surface. Connaître vraiment un couple, c'est des sentiments et tout ça, mais c'est la vie quotidienne partagée aussi. Alors justement, racontez-nous un peu les matins, Et là, parce c'est que c'est ça, rigolo le dans matin. votre livre, le Parce coup des que pour- croissants. Pour connaître quelqu'un, il faut vivre cette intimité partagée. Le soir, la rencontre, le sentiment, la nuit, le sexe, c'est facile. Ça ne se passe pas toujours très très bien, mais c'est facile. On est emporté par un néant, on est en dehors un petit peu de la réalité. Quand on redescend le matin un Plus peu dur est dans la cette chute. réalité, c'est une chute qui n'est pas toujours désagréable. Des fois, il y a une magie justement de cette petite chose sans se dire grand-chose. Il y a une complicité du silence. Alors, les premières impressions qu'on a le premier matin vont très vite parler très fort. Des fois, tout de suite, c'est des surprises, des agatements, des agacements. Parfois, par exemple, il y a la peur de sortir du lit, parce qu'on a peur de sa nudité, alors qu'il n'y avait pas de peur pour la nudité pendant la nuit. Alors, on va parce qu'on sent que le regard de l'autre n'est pas pareil au premier matin. Il juge un petit peu. Alors, on va saisir celui qui est l'invitant des lieux, le vêtement disponible qui est là, les vieux chaussons, une veste de pyjama absolument abominable, parce qu'en général, quand on est chez soi dans son confort, on a l'habitude de son vieux vêtement dans lequel on est bien, parce qu'on a peur de montrer sa nudité, et ça c'est le geste qui tue très vite, parce que l'autre il voit, j'ai vu dans mon enquête là, des couples qui immédiatement s'arrêtent parce qu'il y a un sous-vêtement abominable acheté dans une... Je ne vais pas donner de marque... Mais attends, tu es sous le lit à ce moment-là? Pardon? Tu es sous le lit à ce moment-là? Ah, Tu dis, j'ai vu dans mon enquête des couples qui... Ah, je ne vais pas développer la méthodologie d'enquête,
Mais j'ai étudié toutes les... Jean-Claude Kaufmann, vous dites il y a le sous-vêtement rédhibitoire qui fait fuir. Est-ce qu'il faut justement fuir ou est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter à ça? C'est quand même la question. Alors souvent, il y a beaucoup de signes un petit peu négatifs. On est surpris parce qu'on retombe dans l'ordinaire. Il faut s'accrocher ou pas? Alors souvent, on fuit trop vite. On fuit trop vite, on est un petit peu bloqué. Alors on découvre une autre personne et on se dit, bah oui, finalement, c'est plus pas la magie de la c'est fête. pas le truc impeccable, justement. C'est pas le truc, pas Roméo et l'évidence. C'est pas Roméo et Juliette, donc j'arrête les frais. Et des fois, on arrête souvent beaucoup trop vite. Justement, Alors, moi, je pense qu'il faut avoir ce coup de foudre pour se dire... si moi je me dis, c'est elle la plus belle, il pourrait y avoir Miss France à côté, ce sera pour elle. Mais le coup de foudre, il se construit dans la vie à deux, à partir de ce qu'on échange vraiment, de ce que l'on vit. Moi je pense qu'on peut l'avoir comme ça. tous les jours. Vous vous souvenez du premier matin Ça s'appelle plus avec un coup de foudre. Basile? Ça s'appelle plus un coup de foudre. Oui, non, je terminais là-dessus. Un coup de foudre, ça se construit pas. Le coup de foudre, c'est instantané, et puis C'est le après, sentiment c'est l'amour amoureux. qui Voilà. se construit. On est d'accord. Vous vous souvenez du premier matin? Oh, il y en a eu tellement. Oui, mais il y a toujours un premier quand même. Avec Basile, j'entendais. Moi, j'ai un truc assez efficace. On va tout savoir, Basile. Si, c'est que le premier matin, il faut s'en aller quand il dort encore. Ah oui, comme d'accord. ça, Oui, il mais- reste dans le songe de la nuit. Enfin, si je puis Non, mais dire. quand les sensations sont négatives. Non, au contraire. Vous le Ah, on voyez maintient le endormi, suspense, il en est fait. béat et heureux, il est totalement comblé par vos... Oui, mais c'est chez toi, mon petit chat. Oui, Chez toi. et si vous sortez première du lit, qui vous apporte les croissants? Le petit déj au lit, qui vous l'apporte? Vous partez première, c'est dommage. C'est dommage de partir première. Qui vous amène les croissants, le petit déjeuner au lit? Ah ben ça, c'est jamais Justement. lui. Alors ça... Jean-Claude Kaufmann dit dans son livre que le coup des croissants, c'est pas toujours bien. Il y avait le coup Alors, des allumettes, il y a finalement, aussi c'est ceux qui ringard. reviennent jamais d'aller chercher les croissants. Ouais, hein. effectivement, le croissant. Bon, c'est bien le croissant. Hein. Le gars, il va chercher les croissants. C'est sympa, c'est galant. Et quand on l'interroge, lui, il dit j'avais besoin de faire un petit peu le point. Puis alors, j'étais collé, là, je pouvais plus bouger. Je respirais plus. J'avais besoin d'un petit peu de distance. Ça veut pas dire qu'il n'est pas amoureux, parce qu'il va chercher les croissants, il prend sa distance. Et puis là, il a envie. Des fois, il y en a un qui en profite pour se sauver. Hein. Il est à 30 km de chez lui, il rentre en stop, hein, parce que, alors là, ça se termine des fois très très mal. Mais souvent, il revient parce qu'il a pris un petit peu de distance. C'est compliqué les débuts. On essaie de Décidément, si savoir. tous les boulangers savaient ça, je crois qu'ils feraient encore de meilleurs croissants. Claude, vous vous souvenez du premier matin avec Jean-François? Ouais. Racontez-nous, si vous pouvez. Bah, c'est difficile à expliquer, tu vois. Moi, j'étais... Non, c'est très difficile à expliquer parce que ça ne s'est pas passé tout de suite. On a commencé à sortir ensemble, à aller au théâtre ensemble. Il m'a posé des tas de lapins. Il me téléphonait en me disant « Je suis au fond de mon lit, j'ai la grippe » et j'entendais comment t'appelles les jukebox dans le café où il était en train de picoler avec ses copains. Donc ça a duré assez longtemps, la cour, si tu veux, avec des tas de contretemps. Et quand c'est enfin arrivé, il y a des tas de choses qui ne m'ont pas plu pendant cette première nuit. Mais je me suis dit que j'arriverais justement pas à l'éduquer, mais à l'amener à ce que je pensais qui serait une relation beaucoup plus harmonieuse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez réussi à éduquer finalement votre mari? Oui, pas seulement lui, je veux dire, il y a plusieurs heures. Il y avait une classe de niveau? Mais attends, moi quand je l'ai rencontré, j'avais près de 40 ans. Enfin non, 30 ans, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Alors, est-ce qu'on peut changer les gens? Eh bien, c'est tout l'objet du débat avec notre prochain couple. Ce sont nos prochains invités. Ils s'appellent Anne et Patrice. Eux, ils s'adorent. Hein. Ils s'adorent depuis 25 ans. Ils sont mariés. Mais alors, qu'est-ce qu'ils se disputent? Et ils ne comprennent pas pourquoi ils se disputent alors qu'ils s'aiment tellement. Pourquoi est-ce que l'un n'arrive pas à changer l'autre? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous propose d'accueillir Anne et Patrice. Anne-Patrice, bonjour. Anne, vous avez 45 ans, vous avez un enfant, vous êtes manager en publicité. Oui. Patrice, vous avez 48 ans, vous êtes directeur informatique. Vous vous disputez vraiment souvent? Très souvent même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'un fait qui dérange tellement l'autre? Elle part travailler à 8h, elle rentre à 8h le soir. À partir de 9h, c'est le téléphone avec les copines. Ça bavarde beaucoup au téléphone, hein, les filles. Et vous, qu'est-ce qui vous agace, Anne, chez votre mari? Moi, ce qui m'agace, par contre, lui, le téléphone, il est branché sur son ordinateur parce qu'il est toute la journée sur l'ordinateur. Le téléphone est à portée de main, mais il ne répond pas. Je lui dis, tu ne peux pas répondre. Il dit, non, je suis occupée, je ne peux pas répondre. Il y a des répondeurs, ça attendra. Ça vous énerve qu'il ne puisse pas faire deux choses à la fois? Ah oui, ça m'énerve. Pourquoi?
Parce que moi, je suis capable de faire plusieurs choses à la fois. Est-ce que ça a été, parce que ça fait quand même 25 ans que vous vivez ensemble, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fous avec ce type quoi? Non, je me suis dit que petit à petit, j'arriverais à le changer. À le changer. Et alors? C'est difficile. Ça n'a pas marché? Pas tout le temps, non. Mais moi, je vais vous dire un truc. Croyez en ma vieille expérience, il n'y a rien au monde de plus aphrodisiaque que les scènes de ménage. C'est formidable. Si tant est qu'elle se termine sur l'oreiller, c'est ça? Mais tu sais qu'il faut. Si les femmes étaient intelligentes, ou les hommes, elles les provoqueraient. Ne serait-ce que pour sortir du train-train. C'est ce qu'elle fait. Mais nous ne nous gênons pas, mesdames. Mais nous nous gênons Vous pouvez pas. vous engueuler d'ailleurs sur le plateau. Hein, Mais je signale que Frigide m'a révélé ce secret une fois. Elle m'a dit « J'adore les scènes de ménage parce que c'est comme ça qu'on arrive à la réconciliation. » Et donc elle organise, à partir de rien du tout... À partir de rien, c'est-à-dire? À partir de rien du tout, elle invente une scène de ménage pour faire enfin « Dans mes bras, chérie, c'est merveilleux. » Vous vous engueulez souvent? Bah, écoutez... Heureusement, on a plusieurs étages, comme ça. D'ailleurs, je ne comprends pas comment vous arrivez à vous engueuler s'il y en a un qui est à l'ordinateur et l'autre au téléphone. C'est pour ça que je reste pas souvent à la maison comme ça. Comment ça se passe d'ailleurs? Vous êtes venu d'ailleurs à C'est mon choix pour dire qu'à un moment vous étiez en appartement séparé, même si vous étiez en couple. Hein. Aujourd'hui avec vos enfants, vous avez quand même fait une oui, liaison, c'est-à-dire que un tunnel. Moi j'avais essayé d'exposer à ma femme, d'origine plutôt fusionnelle et voire romantique extrémiste comme le jeune Jérôme, que ça risquait de ne pas durer, surtout avec moi, pendant très longtemps, et qu'il était souhaitable d'instiller une petite dose homéopathique de divorce dans notre mariage pour éviter le vrai divorce. Donc j'avais suggéré assez violemment les 2 appartements. Et à partir du moment où les nains sont arrivés, j'ai... Les nains, ce sont vos enfants, oui, hein, dans le langage... Mais c'est pas un terme péjoratif. Hein. Ah non, j'ai d'excellents amis nains. Et j'ai suggéré que on reste dans 2 appartements, mais Frigide a dit qu'il était souhaitable de faire une sorte de trou entre l'étage d'en haut et l'étage d'en bas, donc c'est devenu un duplex. Simplement, on a essayé de faire un escalier difficile à monter. Pour les enfants. Pour les enfants, pour qu'ils aillent un peu moins embêter papa. Pour les belles-mères. Est-ce que ça veut dire que... Alors, je rebondis, si je puis dire, en disant que notamment, un des sujets de discorde, c'est que fréquemment, Basile me dit « je vais boucher le trou ». Du sas. Non, c'est juste une arme dissuasive. Je dis, ça a coûté la peau de faire le trou, mais c'est plus facile de le boucher avec un morceau de liège. Donc c'est juste... C'est juste une menace pour quand elle commence à en faire un peu trop dans son sketch de petits tyrannos du foyer. Je t'en prie. Mais c'est ma tournée. Engueulez-vous, hein, ne vous gênez pas pendant. On va relire une page de J'élève mon mari ensemble, Exactement. si vous voulez bien. Est-ce que ça veut dire que vous avez senti à un moment que vous étiez tellement différents en tant qu'homme, femme, mari et femme qu'il a fallu séparer les étages pour que vous soyez pas trop, justement, toujours ensemble? Non, mais si on avait dû... s'il s'agissait d'une petite affaire qui dure 6 mois ou 1 an, j'aurais pu supporter, et elle aurait pu aussi me supporter. Mais comme il s'agissait d'une affaire de plus en plus sérieuse, c'est-à-dire qu'on est quand même mariés depuis 8 ans et on n'a pas l'intention de faire un 2e mariage. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, c'est Frigide ou rien. C'est ça. C'est que nous, on part sur l'idée qu'il n'y aura pas de 2e coup de foudre. C'est ça. Si je peux me permettre, je trouve que c'est la formule idéale, c'est celle que j'ai toujours appliquée avec mon mari. Non seulement on n'a jamais fait chambre commune, sauf quand on voyage, on va dans des hôtels, mais on habite à des étages séparés par un colimaçon. Voilà. Moi aussi. Absolument. Ah ben, si nous avions c'est su la sagesse, c'est la sagesse. Nous reproduisons l'exemple Sarraute-Revel. Et nous invitons nos jeunes amis à faire pareil. Écoutez, on va voir si c'est la solution. En tout cas, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Hélène Wheeler. Et elle va vous rassurer parce qu'elle va vous expliquer en fait pourquoi vous vous engueulez tout le temps. Parce qu'en fait, les hommes et les femmes sont différents, ça on le savait déjà. Mais en fait, globalement, ils ne sont pas vraiment faits pour se comprendre. Et ça, c'est biologique. On ne peut quasiment rien y faire. Je propose d'accueillir Hélène Wheeler. Hélène Wheeler, bonjour. Vous avez 47 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule, et c'est quand même un sacré pavé dans la mare, Les hommes, les femmes, etc. aux éditions Marabout 2002. Et là, vous expliquez qu'en fait,
les hommes et les femmes ne peuvent pas se comprendre parce que leur cerveau n'est pas du tout fait de la même manière et qu'il n'y a rien à faire, on ne pourra pas les changer, les hommes, et que les hommes ne pourront pas nous changer, nous les femmes, c'est ça? C'est à votre chose pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on part du même constat, c'est-à-dire qu'en effet, les hommes et les femmes sont véritablement différents. Maintenant, la conclusion qu'on en tire, chacun fait comme il veut. Alors notre couple qui est là, globalement, vous avez dû vous y retrouver, hein, parce que dans votre livre, les exemples sont l'homme qui ne peut pas faire les deux choses à la fois. Vous dites c'est normal et vous ne pourrez jamais rien y changer. Pourquoi c'est normal? Il faut dire que depuis 1995, des travaux donc, extrêmement sérieux d'universités tout à fait réputées ont montré qu'en fait, le cerveau de la femme et le cerveau de l'homme donc, sont tout à fait différents. Alors la première différence, c'est qu'il y a donc deux hémisphères dans le cerveau, le gauche et le droit. Pour le gauche, donc, c'est tout ce qui est raison, rationalité, analyse, etc. Et le droit, c'est l'émotion, l'intuition, la créativité, l'imagination. On s'est rendu compte que pour l'homme, le cerveau gauche, c'est-à-dire celui de la raison, est beaucoup plus important que le cerveau droit. Or, la femme, elle, a deux hémisphères, effectivement, de la même dimension. Dire deux cerveaux, hein, mais bon. Mais je n'en suis pas loin, effectivement, de le penser. En fait, donc, à partir de là, on se rend compte, et puis il y a une chose extrêmement importante aussi, c'est que l'homme, et là, effectivement, on en vient tout à fait à ce que vous expliquiez tout à l'heure, est très compartimenté. C'est-à-dire que le cerveau de l'homme, c'est une espèce de grande commode avec des tiroirs bien étiquetés. Et à partir du... Je parlais pas de vous, je parlais des hommes en général, mais j'ai bien compris que vous étiez un contre-exemple. C'est encore différent. Donc l'homme a une espèce de une commode avec des tiroirs, et quand il a besoin de faire appel à un de ses talents, une de ses facultés, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre effectivement le tiroir, et puis il s'en sert, et quand il a fini, il referme. Il est sur l'ordinateur, mais il ne répond pas au téléphone. Exactement. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il est totalement compartimenté. Un homme ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Ah. Alors moi j'ai un truc à dire. Mais c'est vrai, moi Je suis d'accord avec Hélène Villers, surtout avec l'objet que j'examine depuis une douzaine d'années, c'est-à-dire Brigitte Barjot. Brigitte Barjot. Et elle, non seulement elle sait faire deux choses à la fois, mais pour résumer, elle sait faire tout à la fois. C'est-à-dire elle sait conduire en grignotant, en se maquillant, en buvant une boisson pétillante non alcoolisée. Elle sait faire n'importe quoi, tout à la fois, et même le contraire. Sans accident. Elle sait même taper sur l'ordinateur. Oui. Et me maquiller en même temps. Je l'ai déjà dit, te maquiller. Tu verras, tu couperas au montage. Elle sait même taper sur l'ordinateur sans l'avoir ouvert. Et en réalité, elle a tellement de cerveau qu'il y en a qui fonctionnent de manière totalement indépendante. Et en fait, j'ai plutôt l'impression qu'au lieu de cerveau, ce serait des espèces d'antennes ou de radars. Et ça fonctionne comme ça. Elle voit un frigo, elle ouvre, elle mange. Elle voit un téléphone, elle téléphone. Alors tout d'un coup, je me suis dit, comme elle fait ça avec tout, elle voit un portable, elle commence à taper dessus. Bon, je me suis dit, putain, et si elle voit une fenêtre, elle risque de se jeter. Oui, mais chérie, en repassant tes chemises... C'est pas elle, chérie, c'est moi. Pardon, chérie. En repassant tes chemises, et tout passera par la fenêtre en même temps. Hein. Bah tiens. Voilà. Oui, Claude. Non, moi je suis un million de fois d'accord avec madame. C'est vrai? Alors moi j'en étais déjà effectivement à parler des hommes, mais on n'a pas parlé des femmes, parce qu'en fait les femmes c'est exactement la même chose, c'est-à-dire il y a une commode, il y a des tiroirs, et là on arrive à la différence, c'est que tous les tiroirs sont ouverts en même temps. C'est pour ça qu'une femme cogite tout le temps. Les femmes sont tout à fait capables de faire plusieurs choses à la fois. Alors c'est un avantage pour certaines choses, parfois effectivement on nous reproche de faire tout mal parce qu'on fait tout à la fois, mais ça c'est chacun fait comme il veut. Par contre, c'est vrai, on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Oui, Claude. Non, moi ce que je voudrais dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais c'est que les femmes, elles sont terriblement tournées vers les autres. Tout à fait. Et les hommes, au contraire, ils sont là. Sur eux-mêmes. On l'a remarqué, ça a été dit 10 fois. Quand ils sont perdus, le couple est perdu, ils vont dîner chez des amis, c'est la nuit, ils sont en banlieue. Elle lui dit demande ton chemin, il est au volant. Et il ne le fera pas parce que ça va l'humilier de demander son chemin à un autre mec qui lui-même, ne le sachant pas, va quand même l'humilier, lui, le chauffeur, en lui donnant n'importe quelle direction. Tandis que la femme, elle essaye continuellement d'établir des liens. Regarde, par exemple, tu reviens de ton travail et tu as eu des merdes, ton chef t'a encore fait chier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu appelles ta sœur, ta copine, tu commences à lui raconter. Immédiatement, elle va faire les sons qu'il faut. Elle va dire, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Mais quel salaud. Mais comment? Ah, mais non. En revanche, c'est ton mari à qui tu t'adresses. Il n'entre pas du tout. Il va te dire, moi, je t'ai dit déjà 25 fois que tu te laisses mener par le bout du nez par ce type. Tu n'as que ce que tu mérites. Voilà. Il considère, lui, que tu as un problème. Il faut qu'il... Tu n'as pas un problème, tu as simplement envie de t'épancher, de partager ton expérience.
Moi, ce qui a fait que je suis devenue extrêmement indulgente vis-à-vis de mon mari, c'est que j'ai cessé, si vous voulez, Oui, de mais- considérer justement comme un être qui faisait tout ça juste pour m'emmerder. Mais alors, justement, c'est quand même le problème. On a bien compris avec votre livre, et Claude Sarraud le corrobore, c'est que finalement, bah, c'est comme ça. D'abord, Oui. c'est un terrible déterminisme, on ne peut rien y faire. Alors, Hein. on peut pratiquement rien y faire. Vous êtes plus indulgente avec votre mari parce que vous savez qu'il ne fait pas exprès contre vous, mais Exactement. qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais déjà, quand Parce on que est- les chaussettes Alors, sales qu'on ne déjà- mettra jamais dans le panier, ou Bah, le déjà, verre qu'on quand ne on mettra le jamais dans la détecte. machine à laver, au bout de 45 ans, ça peut user quand même. Alors ça peut user, mais à partir du moment où on considère que c'est parce qu'il est fait comme ça, c'est-à-dire que moi je me gare effectivement comme un pied, je n'ai jamais la voiture pile poil comme il faudrait qu'elle soit. Pendant des années, j'ai eu effectivement les moqueries de mon mari, et il dit toujours que moi on me repère dans une rue, même si elle fait 350 km, parce que je suis la voiture qui déborde. Et ça vient d'où? De quel hémisphère? Alors ça vient tout simplement du fait que les hommes... Mais ça vient justement d'un hémisphère, ça vient en fait d'un truc qui s'appelle la capacité spatiale, que les hommes ont de façon tout à fait naturelle et que nous n'avons pas. Alors tout ça vient Ça veut d'une dire la chose... capacité de se barrer? Non. C'est la capacité au contraire de rester sur place et de revenir. En fait, tout ça vient aussi, si vous voulez, de ce que nous avons été, mais il y a des milliards de millions d'années. Parce qu'en fait, on a été prédestinés à nos fonctions. On a eu d'une part les femmes qui restaient dans la grotte, qui s'occupaient de tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire les enfants, le feu, veiller à ce que les gosses... Bon, tout ça se passait toujours à la grotte. Et la cueillette, c'est-à-dire toujours dans un cercle extrêmement restreint autour de la grotte. Les hommes, eux, partaient loin, visaient, tiraient, rapportaient. Hélène, attendez, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est bien beau, vous faites un constat. Je Mais on sais, fait comment? il faut Alors, attendre 2 millions d'années. Ça Non. ira beaucoup mieux. Je suis d'accord sur les grandes différences. Les raisons, c'est un petit peu compliqué entre biologie et histoire Oui. et tout ça. Mais il y a des différences un petit peu énormes. Mais en même temps, il faut voir le sens du mouvement. On se rapproche quand même. Les hommes aujourd'hui deviennent plus sensibles, touchent les bébés, par exemple, sont intéressés par les bébés, alors qu'il y a une génération, ils ne les touchaient pas, etc. Donc, il y a quand même une évolution, mais il faut voir. Il y a cette évolution, et en même temps, elle est très lente, elle n'est pas facile. elle est lente, mais elle va un peu vite aussi. Hein. C'est ce que nous dit Claude dans son livre. Je suis là, Claude. Quand vous écrivez, non, c'est le haut-parleur qui est derrière qui vous gêne. Quand vous écrivez dans votre livre des hommes en général et des femmes en particulier, vous dites en fait que les femmes, elles en demandent beaucoup trop maintenant aux hommes. Elles veulent qu'ils soient féminins, mais en même temps machos, et ça perturbe les hommes. Et en gros, ça va trop vite, quoi. C'est-à-dire que c'est allé terriblement vite au cours des 30 dernières années, de 40 dernières années, depuis les années 60, quoi, fin 60. Tu vois? Alors, on a demandé aux hommes de développer leur part de féminité, de s'occuper des bébés, de biberner, de tout ce que tu voudras. Et puis maintenant qu'il y a de la violence, etc., qu'il faut que la famille retrouve une certaine autorité, on leur dit... alors, les gamins ont grandi, sont à l'école, et les pères continuent à materner, et n'ont plus l'autorité qu'ils avaient de mon temps, tu vois? Et leurs femmes le leur reprochent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait rien, on fait pitié. Basile. Je voudrais dire que, contrairement à ce que disait ma femme, qui est un message de désespoir, ça va très lentement, je constate au contraire, nous avons un couple témoin qui est censé s'engueuler. Depuis un quart d'heure, ils ne se sont pas du tout engueulés. Non, ils sont là pour écouter aussi, et pour comprendre. Alors, puisque on parlait à l'instant avec Claude et Hélène et Jean-Claude du désarroi des femmes qui ont voulu transformer les hommes pour qu'ils soient plus comme autant des cavernes, enfin bref, on ne sait plus où on en est, on fait pitié. Et Marie, justement, elle a un petit souci, justement, parce qu'elle, c'est une femme extrêmement indépendante, une femme d'aujourd'hui. Elle voudrait trouver l'homme idéal sans faire de concessions. Je propose de l'accueillir. Marie. Bonjour Marie. Marie, vous avez 37 ans. 37 ans, jolie et toujours célibataire. Eh oui. Ça me rappelle quelque chose. Vous recherchez l'homme idéal. Il doit être comment l'homme idéal? Ben, il doit déjà être indépendant lui-même en fait, hein, avoir ses hobbies, son appartement, ses amis, enfin sa vie. Il ne faut pas qu'il vous colle. Voilà, du tout, du tout. Il ne faut pas qu'il me colle, il ne faut pas qu'il dorme avec moi. Je trouve qu'à deux, on dort très mal. Donc, Parce que tu n'es pas habitué, tu sais, mais... Oui, bah oui. Après, quand tu es habitué à être dans son épaule, c'est super. Les années passant, c'est vrai que ça doit empirer, je dirais. Ça devient de plus en plus difficile. Tu t'en trouves 13 à la douzaine. 13 à la douzaine des mecs qui ont leurs copains, leur métier, leurs amis, leur appart. Et puis qui ne veulent pas dormir avec toi, qui te voient de temps en temps. Oui, voilà. C'est plutôt un truc qui arrange les garçons. C'est l'homme idéal, plutôt, ça.
Ben, tu le rencontres partout, tu dois en avoir rencontré 14, 100. Oui, mais bon, à un moment donné, ils veulent plus. Souvent, ils veulent plus. À un moment donné, voilà, eux Ils veulent. Ce sont les hommes qui veulent le mariage et les enfants. Et vous voulez pas? Non. Vous voulez rester indépendante. Voilà. En fait, vous voulez tout. Non, tout le bon côté, oui. Tout le bon côté. Le bon côté de la relation et pas les inconvénients, pas les choses du quotidien. Et ça, vous n'arrivez pas à trouver? Non, jamais. Pas à long terme, quoi. Bon. Attends, un jour tu rencontreras un blond de 26 ans avec une chemise violette. Eh bien, vous allez... Qui ne regardera pas dans les yeux. Et il s'appellera Michael. Impossible. Michael Comment ça s'est passé, le regard, conventionnel, beaucoup trop traditionnel, beaucoup trop... Non, c'est pas votre tasse de thé. Et puis trop jeune aussi. Eh oui, je suis un petit gamin, quoi. Alors, si c'est une question d'âge. Vous allez voir que la journaliste Laurence Cochet, elle s'est posé exactement les mêmes questions que vous. Y a-t-il de la place pour deux dans un couple? Elle a trouvé la réponse. Je vous propose... Ça vous fait marrer? Ah bah oui. S'il y a de la place que pour un dans un couple. Ça peut être 1 plus 1. Hein? Enfin, on va en discuter avec elle, vous allez voir. Je vous propose de l'accueillir. Laurence Cochet. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes journaliste aujourd'hui à Marie-France et vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « Y a-t-il de la place pour deux dans le couple ?» Justement, vous voyez, j'ai rien inventé. Et ça le fait toujours marrer. Aux éditions du Cherche Midi. Vous venez d'écrire un autre livre qui est aussi tout un symbole, qui s'appelle « Ne me parle pas sur ce ton ». Mère d'ado, la galère, donc les adolescents, ils ont grandi. Mais ça pourrait peut-être s'appliquer aussi aux maris, qui sait. Moi, je voudrais savoir, d'abord, est-ce qu'il y a de la place pour deux dans un couple? Oui, mais c'est du boulot, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire je trouve que dans le couple, il y a une forme de jeu. Enfin, c'est ça qui est sympa à vivre dans le couple. C'est justement ces réajustements permanents entre la vie qu'on veut vivre, la vie qu'il veut vivre et ce qu'on peut vivre ensemble. Vous avez toute une théorie, Laurence. On a beaucoup parlé du couple fusionnel. Vous parlez du couple fissionnel. Alors, on ne va pas faire un cours de sémantique sur le plateau, mais en gros, ça veut dire quoi? C'est justement le 2 qui choquait un peu Basile tout à l'heure. Ça veut dire quoi? En gros, on voit ça beaucoup dans les jeunes générations. Nos générations commencent à être sensibles à ces notions. C'est qu'on a vraiment chacun envie de réussir notre vie. Donc, on a envie de garder ses amis. On n'a pas envie que d'avoir des amis du couple. Parfois, on a envie, et je vois chez les jeunes, c'est très fort, de partir en vacances, pas forcément avec son conjoint. On a envie, vous voyez, on a des désirs que l'autre ne partage pas et qu'on ne veut pas. Si vous voulez, le mariage, on n'a plus envie que ça nous coupe les ailes. Et je trouve que c'est aussi un joli combat à mener. Frigide et Basile, vous n'avez pas, je sais pas, envie de temps en temps, surtout, bon, je pose la question à Frigide parce que c'est très cliché pour une femme. Est-ce que vous vous dites pas... Tu favorises les femmes, il y a plus de femmes que d'hommes sur le plateau, tout Oui, ça mais est truqué. c'est mon choix. Est-ce que vous vous dites pas de temps en temps, Flûte quand même, il m'embête avec son histoire d'appartement, je préférerais qu'il soit quand même à la maison, il m'embête à me dire qu'il est là-haut et que moi j'ai les enfants en bas. Vous dites jamais, il faudrait qu'on soit vraiment ensemble. C'est vous en plus qui avez voulu instaurer cette espèce de sas pour monter voir papa. Bah oui, parce que c'est moi qui monte les nains et qui les descend. Voilà, c'est pas lui qui le fait. Descend. Bah non. Non, mais la seule chose, c'est qu'il ne m'a jamais trompé sur la marchandise et il m'a toujours dit, ça sera très compliqué. Et en plus, même sa maman me l'avait dit. Donc, j'ai fait le choix, c'est le cas de le dire, en toute connaissance de cause. Ça, c'était un grand luxe que j'avais. Il ne m'a pas menti. Parce que souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'au début, on dit ça va être comme ci, comme ça, je vais être à tes côtés, je t'aimerai toute ma vie. Et puis... hop, 2 mois après, il n'y a plus personne. Moi, en gros, j'ai eu, tout sur facture dès le départ. Donc, je le savais, c'était à moi de dire oui ou non. Maintenant, c'est pas sur la marchandise. Pas de tromperie. Ouais. Et je lui avais dit en plus que je lui remboursais la différence si elle trouvait moins cher. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Hélène. Elle aussi, elle est célibataire et elle compte sur vous pour l'aider sur votre expérience, sur vos expériences, pour l'aider justement, vous qui avez une longévité exceptionnelle de couple. Ah ben quand même, oui. Pour l'aider à comprendre pourquoi elle n'arrive pas à garder un mec plus d'une semaine. Hein. Voilà. Je vous propose d'accueillir Hélène.
Hélène, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans. Vous êtes donc célibataire. Vous êtes gardien de la paix. Oui. Quelle est la relation la plus longue que vous ayez eue avec un homme? J'ose à peine vous le dire. Dernièrement, là, en temps réel, 1 semaine, si tout va bien. Une soirée, si ça va pas trop bien. 2 soirs, le grand maximum. Alors racontez-nous un petit peu, pourquoi ça dure pas? Comment ils mettent fin à votre relation? Ah bah, ils me disent qu'ils m'appellent, ils m'appellent jamais. Ils prétendent qu'ils veulent me revoir, mais je les vois jamais. C'est que des promesses non tenues et c'est du blabla, du baratin. Invraisemblable, elle est belle comme le jour. Mais oui. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans notre société, Claude Frigide? J'ai une idée, il faut que tu nous dises quand même la vérité. Parle-nous de celui qui t'a rappelé et qui t'a énervé et que tu n'as jamais rappelé toi. Il y en a eu. Ah non, parce que moi, par amour, je suis prête à m'humilier, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu aimes celui qui t'appelle et qui te fait la cour? Sois honnête. Aimer Voilà. d'amour. Ah bah voilà. Est-ce que tu aimes celui qui t'aime? Bah, c'est pas forcément réciproque, non, c'est bien ça le problème. Voilà. Eh ben, c'est bien ça le problème, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, quoi. C'est jamais réciproque. Frigide, ça veut dire quoi exactement? Frigide, on a compris Qu'elle n'est ton cas. attirée que par des amours impossibles? Exactement. Moi, je pense que, et c'est Basile qui me l'a fait comprendre, un jour, il m'a dit, mais arrête de courir derrière ceux qui ne t'aiment pas, occupe-toi et De ceux aime qui t'aiment. ceux qui t'aiment. On a Et souvent jour le où bonheur on a à côté, compris ça, ouais. on a tout compris. Est-ce que quand le mec ne te rappelle pas, te fuit, etc., est-ce que ça te rend très malheureuse ou est-ce que tu t'en fous? Je suis blindée, en fait. J'en ai assez. J'ai l'impression que tout m'échappe. C'est... je sais pas, je comprends pas. Pourtant, moi, je suis prête à faire des concessions. Je vais pas dire que je vais me brader. Au point où j'en suis, je vais pas me brader. Mais c'est vrai que je suis ouverte à tout. Je cherche pas forcément un idéal. Je recherche un homme normal qui puisse être compatible avec moi. Je pense pas être plus moche, moins intelligente, moins anormale qu'une autre. Mais je ne comprends pas pourquoi je trouve pas chaussure à mon pied. Je me suis adressée directement aux hommes. Ils me disent t'es trop. T'es trop dans tout, trop exubérante, tu ris trop fort, tu parles trop fort, t'as trop de caractère. On a l'impression que je suis trop indépendante et j'ai besoin que d'une seule personne, c'est de moi-même. Est-ce que les femmes sont trop, Claude, aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais il est vrai que beaucoup de femmes, de jeunes femmes jolies, belles, qui ont une bonne situation et tout, elles font peur aux mecs. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, je ne sais pas, en faire l'idiote comme moi. Tout le monde pouvait faire l'idiote comme vous, Claude, oh là là. Il y a du boulot. Toi, tu sais tout, moi, je sais rien, explique-moi, etc. C'est vrai. Je vais te dire quelque chose, tu vas te moquer de moi, mais je te le dis quand même. Non, Voilà, mais tu vois, c'est facile. Il faut faire l'humble et être un peu modeste, ils adorent ça. Ah ouais, je croyais qu'ils détestaient ça, moi, au contraire. Mais non, absolument pas. Une pauvre femme soumise comme ça. Non. Il faut que tu sois. Il faut tout le temps que tu leur passes ta main. Tu leur passes la main dans le poil et tu leur dis qu'ils sont beaux, intelligents. Il faut les mettre sur un piédestal. Voilà. Ils sont les plus beaux et après ils te mangent dans les mains. Ça va, Basile, les chevilles? Les caresser dans le sens du poil. Tu sais. Il y a une angoisse chez les hommes, chez beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est de ne pas être à la hauteur. Ouais. C'est vrai que les femmes ont changé en 20 ans, en 30 ans, elles sont devenues, elles déménagent aujourd'hui. Elles impressionnent et déménagent. Et en plus, elles demandent que les hommes en face, non seulement ils soient des égaux, mais qu'ils soient encore impressionnants, quoi. Alors, comment faire pour être à cette hauteur-là? Et effectivement, là, je comprends mieux maintenant. Et pourquoi ils n'osent pas alors? Pourquoi ils n'osent pas? Mais il faut y C'est un défi, arriver, quand même. il faut y arriver, c'est pas facile. Oui, mais l'homme reste l'homme quand même. Ah, ben ça, c'est pas si sûr, c'est pas si sûr. Il doit quoi. quand même aller de l'avant, aller découvrir ce qu'il y a derrière, ne pas s'arrêter à cette façade. Enfin, je sais pas, c'est un peu trop facile. On aime quand même bien la difficulté dans le couple. On aime quand même qu'il y ait une adversité et un conflit, non? Les hommes, là, aujourd'hui, cherchent avant tout à trouver des repères. Ils sont très déstabilisés et ils ne veulent pas rentrer dans un couple où ça va être encore plus fatigant, quoi. Il va falloir lutter, tout ça. Pour eux, le couple, c'est avant tout le confort. Ils sont pas un peu lâches, les hommes? Si, peut-être un peu, mais c'est difficile pour eux. Il faut comprendre ça. Les femmes sont les locomotives du changement de la société aujourd'hui. Elles ont changé complètement de rôle. Elles ont pris une place extraordinaire. Et dans le couple, elles veulent que les hommes, ils assurent qu'ils soient complètement impeccables et qu'en plus, ils soient encore un petit peu au-dessus, qu'ils les impressionnent et tout ça. C'est lourd à porter. Et quand on a envie de rentrer dans le couple, c'est, je dirais, le couple, c'est aussi pour se reposer face à toutes les agressions de la société. C'est être deux ensemble. C'est la fameuse grotte dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais la grotte à deux, là, quand même. Ça grotte quand même, il revient un peu. La passion, ça tue le couple? La passion, tant mieux si elle existe au début du mariage, au départ du couple. C'est merveilleux, il n'y a rien de plus fabuleux que la passion. Et la passion anthropophage. Mais il faut savoir gérer le passage
de cette passion anthropophage à la tendresse, à l'affection, à l'amour qui n'est pas passionnel. Ça passe au bout de 2, 3, 4, 5 ans, tu comprends? Ça, c'est très difficile renoncer d'accepter le à ça. passage. Parce que la passion, elle meurt toujours chez l'un avant l'autre. Il faut que celui qui l'éprouve encore accepte que l'autre ne l'éprouve plus. Tu sais, il y a plein de passages comme ça dans le livre. Brigitte, si vous aviez un conseil pour faire durer le couple, ça serait quoi? L'aimer d'abord lui et pas soi en premier. Je crois que le problème de ces jeunes femmes, c'est est-ce qu'elles ne s'aiment pas elles trop elles-mêmes? Elles pensent d'abord à elles et pas à l'autre d'abord. Et ensuite, organiser la vie quotidienne. Et ça, c'est vrai, nos sociétés nous forcent à organiser. On a toutes des vies personnelles, des vies professionnelles. Organisons nos coins à chacun pour pouvoir se retirer quand il le faut. Basile, un secret pour qu'un couple dure. Un secret pour qu'un couple dure, c'est ce qu'a fait Brigitte Bardot, même si maintenant elle frime. Elle m'a écouté, parce que si on l'avait écouté, on aurait explosé en vol au bout de 6 mois. Puisqu'elle était partie pour le couple CDD. Fusionnel. Ah non, c'était la vie entière, mais collée à... Tu permets que pardon. j'ai le droit de parler pendant que tu m'interromps? Excuse-moi, mon amour, je t'aime. Ouais. On réglera ça à la maison. Et vous, Claude, un secret? Moi, c'est l'amour, en fait. L'amour-tendresse, l'amour-passion, puis l'amour-tendresse, l'amour-respect, l'amour-admiration, l'amour-dépendance. Tu meurs à l'idée que ton vieux partenaire puisse mourir avant toi. Ça te rend... Regarde, rien que de t'en parler, j'ai la chair de poule. Et Jean-François aussi. Oui, j'espère qu'il tient à moi. Mais non, mais quand tu annonces qu'il va mourir avant toi, il est... Non, si. Oh, voilà, t'es pénible. En fait. Quand tu penses à ça, je crois que c'est ça, tout simplement. C'est un état de tout ce que je viens de te dire. Et aussi une dépendance. C'est une dépendance affective très forte. Eh bien, merci en tout cas d'être venu nous livrer vos secrets pour qu'un couple dure. Merci à tous nos invités, merci à tous les trois, bien sûr. Merci beaucoup, Claude, j'ai été ravie de vous recevoir. Merci à notre public qui nous a suivis et à vous, comme chaque jour, de nous avoir suivis également. À bientôt.